parler beaucoup, manger l'argent, voyager beaucoup seulement, mais travailler beaucoup, créer des choses, emploi des jeunes, non, non, non. Les dirigeants africains, les dirigeants sont comme ça. Les grandes gueules. Bienvenue à tous, si c'est maintenant que vous nous rejoignez, vous écoutez les Grandes Gueules, vous êtes sur Espace TV et sur Radio Espace Guinée. Merci de votre fidélité, nous vous aidons à mieux comprendre l'actualité que nous décryptons ici à 380 degrés. Merci d'être avec nous un peu partout à travers le monde et via nos antennes régionales ici, vous nous écoutez sur Espace Kakandé, sur la 99.7, mais aussi à Kindia dans la capitale des agrumes et sur Radio Espace Mamou, la ville Carrefour, vous nous écoutez exceptionnellement à Kankan sur la 99, mais aussi à Zérékoré sur la 99.7. Merci de votre fidélité. Merci de réagir au sujet ici évoqué. Vous le savez, l'émission interactive, vous pouvez nous écrire au 657 39 13 13. Et si vous êtes à l'international, il vous suffira juste d'ajouter l'indicatif de la Guinée, le 00224. Vous pouvez aussi nous écrire sur Twitter, hashtag espace GG. Nous ferons le plaisir de relayer vos messages dans la deuxième partie de l'émission. Également sur Facebook, grâce à Sola Media, vous pouvez nous écrire aux Grandes Gueules Espace TV. Si tout va bien, nous lirons vos messages à l'antenne. Il faut séparer la transition au retour à l'ordre constitutionnel. La transition, c'est depuis le 5 septembre. Le retour à l'ordre constitutionnel est adossé à ce calendrier de 36 mois. Il faut 10 étapes clés pour sortir de la transition. Tels sont les propos d'Ousmane Gawal Diallo, porte-parole du gouvernement, qui a co-animé une conférence de presse ce jeudi avec le colonel Amara Kamara, porte-parole de la présidence de la République. Les deux hommes ont fait une mise au point sur la gestion du CNRD et les actions entreprises depuis le 5 septembre 2021. Les deux hommes n'ont pas mâché leurs mots vis-à-vis de Jean-Claude Kassibrou, président de la commission de la CEDEAO, qui, selon eux, a fait preuve d'inélégance. Comment cette sortie est-elle perçue? Nous en parlons ce matin avec Alassane Diallo, président du mouvement citoyen lambda, citoyen donc de la diaspora vivant en Allemagne. Nous parlons également de ces Guinéens vivant à la diaspora qui sont dans l'incertitude depuis l'année dernière. Pour cause, ils se battent des pieds et des mains pour obtenir leur passeport. Ils sont plus d'une centaine à avoir payé plus de 403 millions, tenez-vous bien, 403 millions de francs guinéens, l'équivalent de 43 125 € à une équipe qui était partie les enrôler donc à l'ambassade de Guinée à Berlin. Que s'est-il réellement passé dans ce processus d'enrôlement? Nous essayons de comprendre ce matin avec Aïssatou Chérif Baldé, président de l'ONG Guinée Solidaire, et maître Paul Yomba Kourouma, avocat, et d'autres sujets. Et évidemment, cette question que nous nous posons, que s'est-il passé hier à Ignazdine avec cette jeune dame qui a perdu la vie après une fausse couche? Que s'est-il réellement passé? Y a-t-il eu une négligence telle que le clame son mari? Nous essayons de comprendre ce matin avec l'époux de la victime, mais aussi avec professeur Yaya Diallo. Il est le chef service adjoint de la maternité d'Ignazdine. Nous allons essayer de l'appeler pour savoir ce qui s'est réellement passé. D'autres sujets viendront meubler cet autre numéro des Grandes Gueules avec vous, Daouda Mohamed Kamara. Bonjour et bienvenue. Bonjour Djadia, bonjour à tous. Bonjour Caps. Bonjour Madame Hiro, bonjour Bien. À tous. Alors, on part avec ce sujet. Vous avez tous suivi cette actualité hier. Kassori et compagnie qui ont à un moment donné cru pouvoir être libres, mais qui sont aussitôt répartis en prison. Oui, et comme l'ont titré d'ailleurs certains confrères, c'est un retournement des situations. Et jusque dans la soirée, tout l'espoir était vraiment soutenu que c'était la fin de l'aventure carcérale pour Kassori Fofana, Oye Guilabogui et puis Mohamed Diané. Mais à la grande surprise, en tout cas des proches ou des fans de ces personnalités, c'est que le procureur près la CRIEF Ali Touré aurait interjeté appel. Il a interjeté appel. Et ce qui tournait autour de cette sortie, parce qu'on a vu avec Zakaria Koulibaly, on a vu avec d'autres contre-paiements de caution, des montants vraiment faramineux. Et ils ont recouvré... On parle de 20 millions pour Kassori. Oui, 20 millions pour Kassori. 20 milliards. 20 milliards, je vais dire. 20 milliards pour Kassori.
30 milliards pour Ghané. Et je disais, il y a ce paiement de caution parce que les juristes aujourd'hui sont, les juristes et même d'autres opinions libres sont aujourd'hui divisés sur la question. Est-ce que leur demander de payer un tel montant comme caution qui, dans les règles de l'art, pourrait leur revenir si vraiment leur culpabilité n'est pas établie, et on pourrait leur retourner l'argent parce que c'est une caution. Et de l'autre côté, on se pose bien la question de savoir est-ce qu'on a besoin de tout ce montant? Parce qu'une caution, quand même, c'est en proportionnalité avec le montant ou en tout cas l'affaire autour de laquelle il y a problème. Donc demander aujourd'hui 20 milliards à un Kassouri, ça veut dire que le sujet autour duquel il y a problème, c'est pas quelque chose de moins de 50 millions, un milliard, je vais dire. C'est pas quelque chose de moins de 50 milliards. Et cette caution qu'on lui demande un peu moins de la moitié, est-ce qu'ils vont être habilités, est-ce qu'ils vont être disposés à payer ces montants? Parce que de ce qu'on apprend hier, ils étaient prêts à payer pour recouvrer cette liberté qui n'est qu'une liberté provisoire ou conditionnelle, comme le diraient les juristes. Mais sur quel autre pied le procureur aurait dansé pour demander leur rétention encore en prison? Ce sont de multiples questions qu'on se pose, mais quand vous sortez également, vous entendez d'autres opinions soutenir que non, ils sont retournés en prison parce qu'ils n'ont pas collaboré avec la CRIEF pour le paiement effectif de ces montants. D'autres pensent qu'ils ont dit qu'ils ne payent pas ces montants parce que une fois qu'ils ont déjà fait la prison, mais on a vu Zakaria Koulibaly quand même qui a fait la prison, mais qui s'est engagé au paiement de la caution. Et il y a beaucoup aujourd'hui de non-dits dans cette situation. Moi, je crois qu'il y a lieu que de plus en plus, nous ayons des éléments qui assoivent quand même nos convictions sur un certain nombre de faits sur cette affaire de terrorisme pour certains comme Amadou Damaro Camara, comme Lucien Camara. Mais pour les cas comme Kassouri Fofana, Oye Guilavogui et Mohamed Diané, parce que les questionnements tournent autour, est-ce qu'il y a des éléments tangibles aujourd'hui qui les incriminent sur ce qu'on leur reproche, détention de ceci, blanchiment d'argent ou de cela. Et je ne crois pas que le procureur soit aussi naïf d'engager des poursuites et tenir. Sans avoir des éléments tangibles. Et tenir à ce point sans avoir d'éléments tangibles. J'ai vu cette quand même sortie ces différentes sorties des avocats de ces anciens ministres et premiers ministres. C'était des sorties quand même qui venaient dire à certaines opinions que oui, ils sont injustement détenus à la maison centrale, mais quelques jours de battage médiatique, on a retrouvé qu'ils ont redonné leur langue au chat. Et je crois que les négociations pourraient être... Peut-être qu'ils ont décidé de changer de statut. Oui, c'est aussi donner la langue au chat. Parce que la communication n'est plus intense. Parler moins. La communication n'est plus intense comme on constatait au début, les conférences de presse ou les points de presse dans un hôtel de la place. On se retrouvait... Il y a aujourd'hui certains avocats qui sont rentrés, les avocats étrangers qui sont rentrés, est-ce que parce qu'on leur a opposé des éléments qui les dissuadent ou qui les découragent à poursuivre la défense, ou ils sont rentrés parce que notre justice ne marche pas bien, comme ils l'ont clamé d'ailleurs avec l'ancien ministre dans ce studio qui pensait que c'est sa première fois de vivre un tel scénario après toute l'expérience qu'il a dans ce domaine. Donc ce sont des éléments, en tout cas des éléments de questionnement qu'on se pose aujourd'hui afin de trouver des réponses pour permettre quand même de savoir, parce que tout tourne autour de cette transition. Est-ce que on va à une transition qui permette d'un retour vraiment à l'ordre constitutionnel, qui permette à la Guinée d'amorcer une nouvelle histoire qui nous évite d'autres coups d'État dans notre pays, ou est-ce que on a une junte au pouvoir qui se met dans des manœuvres dilatoires
pour nous endormir par-ci et avoir un agenda caché par-là. On sort des éléments pour dire que tel ne doit pas, tel a fait ceci, tel n'a pas fait cela. Mais comme c'est une procédure judiciaire, on observe et on ne peut pas leur exiger de nous dire élément par élément ce qu'ils ont contre eux, mais on attend quand même de savoir à quoi tout cela va aboutir. Bien, avant de vous donner la parole, Kapsa, Djiba Milimono qui nous a rejoint. Bonjour Djiba. Bonjour, le micro... oui, voilà. Voilà, bonjour ma tante et bonjour à tous. Tout le monde n'est pas Lamine. Lamine n'est pas tout le monde. Le turbo. Bonjour Mafoudia. Voilà. Bonjour Yéro, bonjour à tous. Nos micros. C'est bon. En fait, j'apprends à être technicienne et animatrice. Bonjour, Caps. Ouais, bonjour. Ça va ce matin? Très bien, oui. Bien, on continue avec cette actualité. C'était quand même Caps après une très longue journée d'audition parce que pratiquement nous, on a eu notre reporter de ce côté depuis le matin. Ouais. À 18h, on n'avait pas encore quelque chose de tangible parce qu'on ne savait pas réellement s'il devait être mis en liberté conditionnelle ou bien s'il devait retourner à la maison centrale et patatras. On apprend qu'ils ont d'abord obtenu cette mise en liberté, mais aussi finalement le procureur Ali Touré qui a fait relever appel. Oui, parce qu'effectivement, c'est l'information qu'on avait vue sur les médias sociaux, les proches de ces personnes qui étaient contents, exprimaient leur joie d'avoir obtenu cette liberté sous conditions qui pouvaient permettre justement à l'ancien Premier ministre Kassory Fofana, ou Guy Lavogui et le troisième docteur Diané de retourner à domicile. Sauf qu'après, à la dernière minute, le procureur près de la CRIEF on a vu ces titres dans les différents sites d'information. Oui. Kassory et compagnie rentrent à la maison. Oui, effectivement. Et à la dernière minute, ça n'a duré que quelques secondes. Oui, et à la dernière minute, le procureur de la cour de la CRIEF interjette. Et cela se fait, il est dans ses droits justement de pouvoir le faire, parce que moi quand j'ai vu ces éléments d'information, j'ai voulu voir sur quoi est-ce que pouvait se fonder justement une telle décision. Et c'est là où j'ai découvert à la section 13 du code pénal, là où on parle de l'appel des ordonnances du juge d'instruction. Selon l'article 293, la partie civile peut interjeter appel des ordonnances faisant grief à ses intérêts civils. Et plus loin dans ce même article-là, une autre disposition dit: en cas d'appel du ministère public, l'inculpé détenu est maintenu en prison jusqu'à ce qu'il ait été statué dans les délais sur l'appel et dans tous les cas jusqu'à l'expiration du délai imparti au procureur de la République, à moins que celui-ci ne constate à la mise en liberté immédiate. Donc, et quand il avait quand même 5 jours, hein, mais et justement après qu'ils aient interjeté appel, ils ont justement 5 jours encore une fois pour pouvoir revenir sur la charge. Et donc moi je me dis que je veux dire après la mise en liberté conditionnelle, oui. Il avait 5 jours. Il y a 5 jours devant lui pour interjeter appel, oui. Et 48 heures pour informer toutes les parties, les avocats. Maintenant, sur 10 jours, on statue sur la question. Maintenant, si rien n'est fait, et naturellement, il faut libérer ceux qui sont en détention et les laisser aller placer sous le statut de détenu préventif en attendant que le procès se déroule. Voilà, effectivement. Et donc, moi, ce que tout ça m'inspire, moi, quelque part, c'est de dire qu'il ne faut pas qu'on oublie un facteur. La mise en place de la CRIEF a suscité beaucoup d'espoir pour cette lutte contre la corruption. Et ça, chez tout le monde. Tout le monde était content parce que depuis très longtemps, on avait des instruments de contrôle, mais on n'avait pas des instruments de sanction. Et voir la CRIEF venir comme instrument de sanction, ça a dissuadé presque tous les cadres, même pour faire un décaissement dans un département ministériel ou dans une direction, on réfléchit par 2 fois avant de toucher à l'argent, par 1000 fois, même si on sait que ça s'inscrit dans les dépenses de fonctionnement même de la direction ou de l'administration. Oui. Donc il ne faudrait pas que cet espoir-là, qu'on tue ça chez les gens. Vous savez, quand on doit envoyer ces gens-là en prison, il faut d'abord tenir compte d'un certain nombre de faits. Il faut bien analyser les dossiers, il ne faut pas aller vite en besoin pour pouvoir interpeller ces gens-là ou dans les procédures. Sinon, quelque part, si la CRIEF devait être vue par les gens comme étant un instrument de répression, maintenant, ça commence à ne plus faire peur aux gens parce que les gens commencent à se dire, mais finalement, cette CRIEF-là, sur le choix ils sont trop sélectifs sur le choix des dossiers. Peut-être qu'il y a des décisions où il y a une main là-haut, une main noire invisible qui est en train de téléguider les décisions
décisions qui sont prises par la CRIEF. Donc encore une fois, moi je veux interpeller parce que pour soutenir ce que vous dites, Caps, excusez-moi, pour soutenir ce que vous dites, tous ceux qui passent devant cette CRIEF aujourd'hui, qui sont retenus ou qui sont mis sous contrôle judiciaire et autres, on n'a que des civils pour l'instant, alors que pour certaines opinions, pour certains observateurs, il y a bien des chefs militaires qui par moment, se sont vus enrichis et subitement, comment tout cela est arrivé, il y a lieu de se questionner sur des hommes en uniforme également. Voilà, et donc pour terminer, l'autre point que je voulais relever, il y a quand même un constat que moi j'ai eu à faire. Ces derniers temps, il faut rappeler que les actions de la CRIEF, dans ce sens d'interpeller ou d'envoyer de nouvelles personnes à la CRIEF ou ouvrir de nouvelles informations judiciaires, on voit qu'ils ont ralenti un petit peu de ce côté-là. Est-ce qu'ils se sont finalement dit qu'on ne peut pas aller sur tous les fronts à la fois? Est-ce qu'ils se sont finalement dit on a d'abord des gros dossiers qu'il faut d'abord évacuer progressivement avant de commencer? Ou est-ce que c'était du tape à l'œil? Parce qu'aujourd'hui, c'est la crainte qu'on a. Est-ce que finalement, ces premières actions du CNRD et de la CRIEF, c'était du tape à l'œil et finalement, encore une fois, il ne faudrait pas que ça ressemble à un feu de paille. Bien. Allez-y, Yiba. Oui, nous saluons tous le travail de la CRIEF. Et nous voulons tous quand même la moralisation de la vie publique. Mais moi, ce qui s'est passé hier, c'est déplorable. C'est déplorable parce que vous ne pouvez pas amener des gens à suivre une procédure. Ils viennent devant le juge d'instruction. Parce que quand vous venez devant le juge d'instruction, il a 3 options. C'est ce qu'on appelle le statut pénal. La première chose, c'est quoi? Lorsqu'il vous écoute, il suppose qu'il y a suffisamment de preuves contre vous, des indices graves et concordants. Le juge d'instruction décide de vous inculper. Alors, lorsqu'il vous inculpe, il peut dire, bon, je t'inculpe, mais je te libère en attendant le procès. Ou il vous inculpe, il vous place sous contrôle judiciaire, subordonné à une caution. Ou il décide tout simplement de vous placer sous mandat de dépôt, de vous amener à la maison centrale en attendant le procès. Donc il a ces 3 options devant lui. Et hier, forcément, selon les sources, les informations que j'ai recouvrées, parce que moi hier j'étais à Kaloum, lorsqu'il a écouté ces personnes, les Kassouri et tous les autres, donc il a dit, bon, on va opter pour la deuxième option, c'est-à-dire vous êtes inculpé, mais on vous laisse rentrer chez vous, placé sous contrôle judiciaire, mais vous payez la caution, une caution. Il a décidé, et donc les personnes étaient déjà éclairées sur leur statut. Ce qui restait, c'était de sortir et partir à la maison centrale, prendre leur effet et rentrer à la maison. Sauf qu'au moment où ils sortent, tout de suite, il y a le procureur spécial Ali Touré qui sort et qui dit non, attendez, avant qu'on amène la note au niveau de la maison centrale demandant au régisseur de la libérer, il faut attendre d'abord parce que nous on va interjeter appel. Et donc lorsqu'on interjette l'appel, ça a un effet suspensif, donc ça vient suspendre un peu la décision du juge d'instruction. Mais je pense une chose, Antoine avait dit quelque chose dans ce studio l'autre jour, je suis d'accord avec lui sur la question. Tu n'es pas d'accord avec la procédure? Non, pas la procédure en tant que telle. Mais pourquoi vous mettez... Qu'est-ce qui me désole tant? Je vais vous le dire. Je me suis un peu intéressé au contenu. Ça n'a rien à voir avec ceux dont on parle. Non, tu as dit tout à l'heure que j'ai dit une chose avec laquelle tu es d'accord. Avec laquelle, voilà, justement, voilà, j'en viens. J'ai toujours raison. Tu n'as jamais fait confiance de te donner raison. C'est juste le temps qui me fait défaut. Vous allez m'écouter. C'est même pas par rapport au contenu des dossiers. Vas-y. Il faut que tu sois à l'aise. Merci quand même d'avoir reconnu que j'ai raison. Lorsque vous placez des gens sous contrôle judiciaire, ou vous les placez à la maison centrale en attendant un procès, en détention, merci pour l'expression, c'est pour plusieurs raisons. D'abord, c'est pour conserver les preuves ou les indices matériels qui sont nécessaires à la manifestation de la vérité, pour ne pas qu'on détruise les preuves. Et l'autre chose, c'est pour empêcher une pression sur les témoins ou les victimes ainsi que leurs familles. Si par exemple il y a des témoins, si vous sortez, on imagine que vous pouvez mettre la pression sur ces gens-là pour ne pas qu'ils témoignent devant la justice. Donc on vous met en détention. L'autre chose, c'est pour empêcher une concertation frauduleuse entre la personne inculpée et ses co-auteurs ou complices. S'il y a des complicités à quelque degré que ce soit, si on vous libère, vous avez le temps soit de les corrompre ou en tout cas d'acheter leur silence, en un mot. Leur conscience. L'autre chose, c'est pour protéger la personne inculpée ou garantir le maintien de la personne inculpée à la disposition de la justice. Si nous lisons tout cela de bonne foi, je pense que le procureur pourrait accepter
que ces gens-là choisissent pour plusieurs facteurs. Ils n'ont pas leur passeport. Ça, c'est un. Donc, les mouvements sont réduits. Et deuxième chose, ils sont placés sous contrôle judiciaire. Ça les oblige à chaque fois de venir se présenter devant le juge d'instruction, s'ils le souhaitent, en attendant que le procès se tienne. Si nous partons sous cet angle-là, et ces points-là qui sont cités dans le dossier d'enquête, je pense qu'hier, on aurait dû accepter de les libérer pour qu'ils rentrent chez eux. Parce que vouloir maintenir indéfiniment les gens en détention sans que le procès n'ait lieu, ça va commencer à donner raison à ceux-là qui sont en train de dire que c'est un procès politique qu'on est en train de tenir aux gens. Mais parce que pour l'instant... La procédure a-t-elle été biaisée ou pas? Oui, c'est de ça que je dis. La procédure est-elle réglementaire ou pas? La procédure est réglementaire. Mais sauf que les choix pour lesquels on les met en détention sont aussi énumérés. Donc ça veut dire que si vous avez des dossiers de voyage des gens, si vous avez décidé à un moment donné de réduire leur mouvement, on peut quand même de bonne foi... Il faut reconnaître qu'en Guinée, on peut confisquer un passeport et que la personne puisse voyager. Parce oui, mais les personnes dont il s'agit là aujourd'hui, les mouvements sont complètement réduits. Parce que si vous êtes placé sous contrôle judiciaire, ça veut dire que chaque fois vous devez venir émarger, vous présenter. Donc c'est impossible que la personne puisse se faufiler pour sortir. Ah non, c'est compliqué, mais c'est pas impossible. Non, aujourd'hui, non, attendez. C'est compliqué, mais c'est pas impossible. Je finis. Ils sont placés sous un statut pénal. Vous ne pouvez pas vous déplacer, sortir du pays. Parce que vous êtes obligé. Oui, mais c'est pourquoi d'ailleurs il y a la caution. Vous ne devez pas, mais vous ne pouvez pas. C'est pourquoi d'ailleurs on paie la caution. C'est pourquoi on paie la caution. Ça peut être aussi une garantie. Si mais l'un dans l'autre. Ce que moi je veux dire pour finir sur cette question. Vous savez, le procureur a révélé beaucoup de choses pour dire, bon, il y a la flagrance délit, on va vous mettre en prison. Sur 24 heures, le procès peut avoir lieu. Ça, on l'avait déjà dit. Le débat, là, il est passé. Et après, les avocats ont fait appel pour attaquer la décision du procureur lorsqu'il a réorienté le dossier au niveau du juge d'instruction. Et lorsqu'on réoriente le dossier, on n'est plus dans un statut de flagrant délit, vous changez de statut pénal. Et donc là, les avocats ont demandé, puisque ce n'est plus la flagrance délit, il faut libérer nos clients parce que vous avez réorienté le dossier. Mais l'argument qui a été développé par le procureur, c'est de dire, à partir du moment où vous avez attaqué ma décision, le juge de la CRIEF a tranché à ma faveur. Donc, ce n'est plus valable, vous continuez à être en détention. L'un dans l'autre, je pense qu'on peut saluer la procédure qui est en cours, mais à un moment donné, lorsque les gens n'ont plus de documents de voyage, lorsqu'ils n'ont plus des moyens de se mouvoir, de se déplacer, ils peuvent aussi venir émarger, se présenter devant le juge d'instruction. Je pense que de bonne foi, on peut accepter que ces gens-là rentrent chez eux en attendant que le procès ait lieu. C'est mon argument. Maintenant, il y a des citoyens américains. Je ne juge pas la forme du procureur, mais je pense que le bon sens aussi pourrait hier guider cela, parce que le juge d'instruction a décidé à un moment de les donner un statut pénal, de leur dire vous rentrez chez eux, mais vous continuez à venir pour vous présenter au niveau de lorsqu'il y a une procédure et que vous soyez écouté. Je ne pense pas de sentiment. Il n'y a pas de sentiment, mais il y a l'intelligence. Le juge, voilà, il y a l'intelligence, il y a la bonne foi aussi du juge. C'est de ça que je parle. Nous voulons tous la moralisation de la vie publique. Je l'ai toujours dit, je le maintiens. Je suis d'accord du fait aujourd'hui qu'il y a une procédure qui est engagée parce que le procureur, il utilise l'article 293 comme base légale pour justifier le fait qu'il a interjecté appel et qu'il y a un effet suspensif. Je peux être d'accord avec lui, mais à un moment donné, lorsque vous êtes dans cette dynamique-là, eh bien, vous commencez à envoyer un message aux gens qui commencent à faire des supputations. Mais je pense que la bonne foi voudrait quand même hier que ces gens-là, lorsque le juge d'instruction a décidé de les placer sous contrôle judiciaire, au motif de payer une caution qui a été fixée, en concomitance avec l'affaire qui est incriminée, je pense qu'on aurait pu les laisser. Parce qu'au moment où nous parlons, est-ce qu'ils auront la capacité, par exemple, de corrompre tel ou tel, au moment où les comptes sont gelés, au moment où les passeports sont confisqués, au moment où on vous demande de venir à chaque fois, dans la semaine, émarger. Je pense que ça pouvait quand même les éviter. Voilà, et je pense que ça, on aurait pu aller quand même sur cela. Allez-y, Mafoudia, sur le sujet. Alors, évidemment, la loi offre plusieurs possibilités au procureur. C'est vrai que lorsque la Cour de justice, la CRIEF a permis à ces personnes de rentrer chez elles, le procureur a le droit d'interjeter appel ou évidemment de permettre à ce que ces personnes rentrent là chez elles et que la procédure continue, qu'elle se présente chaque fois qu'il y a besoin. Maintenant, la question c'est autour de son choix. C'est vrai qu'on n'a pas la possibilité de savoir sur quoi il s'est basé pour interjeter appel. Qu'est-ce qui a fondé sa décision? Qu'est-ce qui a fondé sa décision? Mais vous savez, dans un tel contexte, il y a les lois qu'on doit absolument respecter, mais il y a besoin de tenir compte de certains facteurs. Il y a Zakaria Koulibaly qui a payé une caution qui est sortie.
En quoi il est différent de Kassouri, de Diané et des autres s'ils acceptent de payer la caution pour rejoindre leur domicile? Encore, je le rappelais. Est-ce qu'ils ont vraiment accepté? Si déjà ça a été accepté par la justice qu'ils rejoignent la maison, ça veut dire que ça a été accepté. C'est ce que ça veut dire clairement. Oui, c'est clair. En fait, s'ils n'avaient pas accepté de payer cela, la procédure aura continué autrement. Mais si ça a été décidé qu'ils peuvent rentrer chez eux en payant cette caution, c'est que ça a été validé. Les opinions diverses là-dessus. Il y en a qui soutiennent que, et à la dernière minute, ils disaient qu'ils n'avaient pas ce montant, qu'ils ne pouvaient pas payer. Il y a eu des échanges toute la journée. C'est à l'issue, c'est au terme de cette journée qu'il a été décidé que ces personnes vont rejoindre leur domicile en payant une caution de 20, 30 selon les personnes indiquées. À partir du moment où le procureur d'ailleurs interjecte appel, c'est qu'il y a eu un accord en amont. Voilà. Et le procureur, comme base juridique, je le dis, c'est l'article 293 dont l'ISEF cap, c'est ce qu'il a utilisé pour interjeter appel. Et même si aujourd'hui on décide de les libérer, il peut aussi se pourvoir en cassation pour toujours retarder les choses. Parce qu'en matière pénale, ils ont donné beaucoup de pouvoirs exorbitants au procureur. Ça se passe comme ça dans tous les pays. Mais moi, je le dis, pour une question de bonne foi, de bon sens, et qui est dit aussi dans la loi, on pouvait les laisser hier rentrer chez eux. C'est aussi simple que cela. Allez-y, Mafoudia. Alors, je disais tantôt qu'on ne sait pas ce sur quoi il s'est basé pour les retenir en prison, mais nous savons juste que la loi lui permet de le faire. Et surtout, la loi lui permet aussi de laisser ces personnes rentrer à la maison. Et moi, je m'accroche à ce point. Pourquoi? Zachary a été libéré. Il est chez lui. Il y a des pays qui ont opté pour autre chose que de mettre les gens en prison. Parce qu'on suppose que ce sont des personnes qui ont représenté l'État, qui ont une certaine, qui ont occupé une certaine place dans la nation, donc avec qui on ne peut pas faire les choses d'une certaine façon. Ça ne veut pas dire... Non, attention, attention. Ça ne veut pas dire de fermer les yeux sur ce qu'ils ont fait. Non. Mais c'est de voir la forme. Aujourd'hui, on a mis ces gens en prison, ça fait plusieurs semaines. 45 jours. 45 jours. Tout ce qu'on demande à la justice, c'est de les garder à la maison. Et moi, je pense que c'est faisable. Oui. Maintenant, ma question aujourd'hui, c'est est-ce que le procureur en fait un problème personnel? Parce qu'il faut faire attention. Pourquoi? Pour quelle raison? C'est une question que je me pose. Est-ce qu'il en fait un problème personnel? Parce qu'il avait la possibilité de les laisser. On ne connaît pas la réponse. C'est pourquoi je pose la question. Cette question, la poser, elle est très dangereuse. Non, elle n'est pas du tout dangereuse. Elle est très dangereuse. Dire que est-ce que le procureur en fait un problème personnel? Et ceux qui disent que il est téléguidé, ça revient au même. Mais ce sont des hypothèses. Pourquoi si c'est un problème personnel, par exemple, pourquoi il n'aurait pas gardé Zakaria? Non, c'est ce que je dis. Peut-être si c'est un problème personnel, c'est pourquoi il en fait un point d'honneur de garder Kassouri, par exemple, en prison. En fait, attention, je ne dis pas d'emblée que c'est cela. Personnel, je pense pas qu'il aurait laissé certains et garder d'autres. Il aurait gardé tout le monde. On va s'écouter. Si on s'écoute, on va se comprendre. Les statuts sont pas les mêmes. Je ne dis pas que c'est le cas. C'est une question que je me pose. Est-ce qu'il en fait un problème personnel au point de se dire, quoi qu'on fasse aujourd'hui, ceci, je les garde en prison? Parce qu'encore une fois, moi je le dis, je suis totalement, on a fait plusieurs débats dans ce studio pour dire qu'il y a, la CRIEF a toute sa raison d'exister. Oui. La CRIEF a toute sa raison d'exister, le pays en a besoin, mais au même moment, lorsque la loi offre des possibilités, il faut les saisir. Ces personnes-là peuvent rester chez elles et se présenter. Après, on brandit le risque que ces personnes peuvent fuir le pays. Pas qu'ils le fassent. Mais ça voudrait dire quoi? Que ce qu'on leur reproche, c'est vrai. Ils n'ont même pas intérêt. S'ils sont capables à supporter ça pour l'avenir, tant mieux. Mais c'est ce que ça voudrait dire. Mais je pense qu'à l'allure des choses, dans un contexte actuel, s'ils ont accepté de payer ces cautions, on peut les garder à la maison, qu'ils se présentent lorsqu'il faut, mais au moins, en fait, ça ne sert à rien parce que, vous voyez, lorsque le débat tournait, on se dit, mais pourquoi Kassouri, pourquoi Diané? Pendant ce temps, il y a d'autres aussi qui sont rendus coupables de vol, ou qui sont accusés, attention, qui sont accusés de détournement. On a plusieurs fois parlé des DAF ici, des DAF dont on ne parle même pas, mais pourtant qui étaient là avec eux. Et il y a d'autres personnalités. Qui ont été tous reconnus d'ailleurs. On ne s'intéresse pas à eux. Pourquoi on ne savait pas si on s'intéresse pas on ne sait absolument rien. Voilà. C'est pourquoi on dit. Pour l'instant, ils ne sont pas arrêtés. C'est pourquoi on dit. Ils sont tous reconduits à leur poste, Madame Yoro. Lorsque vous avez mis des gens en prison. Ça veut dire beaucoup de choses. Lorsque vous avez mis des gens en prison. Il faut davantage fauter
on te rattrapera. On n'a pas dit ça. Attention à ne pas déformer ce qu'on dit. On ne fait que des supputations. Voilà, c'est ça. Pas que des supputations, c'est un peu péjoratif. Nous mettons sur table des hypothèses. Nous essayons de comprendre. Parce qu'on n'a pas toutes les réponses. Lorsqu'on reconduit certains, lorsqu'on n'inquiète pas d'autres et qu'on fait focus sur un groupe, on ne dit même pas d'abandonner les charges. Hein. On dit seulement laissez-les être dans leur famille et continuer la démarche. Oui. Ça coûte quoi? C'est ma question ce matin. Monsieur Ali Touré, ça coûte quoi? C'est ma question ce matin. C'est pas moi. Mais c'est vrai qu'il y a ces craintes. Il va te répondre. Oui, moi je voudrais bien comprendre. Et si je comprends la réponse, tant mieux. Mais pour le moment, je ne me l'explique pas. Zakaria Echelu aujourd'hui, à tout moment, il peut se présenter devant la justice. Je pense qu'on peut faire de même pour Kassori, pour Diané. Et cela ne veut pas dire de les dédouaner et Oye Guilavogui et ces personnes et continuer à faire le travail. Il y a beaucoup d'autres. Il y a beaucoup d'autres dans des situations d'ailleurs plus graves. Et si on parle de forme, il y en a d'autres qui sont dans des situations plus graves. Quand on vous prend, vous ne savez pas pourquoi vous êtes retenu, on ne vous entend pas pour que vous tentiez au moins de vous défendre. C'est le cas, par exemple, de Souleymane Traoré. Il est là, depuis combien de temps, et il n'a jamais été entendu. Sur quoi il est accusé, qu'il tente au moins de se défendre. C'est quand même des problèmes qu'il faut soulever. Bien. Allez-y, Antoine, pour clore. Oui, la fois dernière, je l'ai dit, j'ai toujours interrogé la forme. Et je pense que si la forme est biaisée, ça peut entraver toute la procédure en cours. Et ce qui s'est passé hier, je pense que si ça avait été une audience publique, on aurait assisté à un spectacle assez désolant pour la justice guinéenne. Parce que, selon mes informations, lors des auditions entre le juge et les différents avocats ainsi que les différents prévenus, il y a des choses qui ont été mises à nu au sujet du procureur. Des failles. Des failles qui ont été clairement constatées. C'est même ce qui a justifié la décision du juge de les envoyer chez eux à la maison. Parce que ce qu'il faut rappeler, c'est que c'est leur première comparution devant un juge d'instruction. Ce qui veut dire que ça avait été fait bien avant cela. Il était bien possible qu'ils rentrent très tôt chez eux à la maison. Le cas de Zakaria, ça a été très rapide. Son avocat a introduit une demande de liberté et dans les heures qui ont suivi, on l'a mis en liberté. Pour les autres, on a attendu près de 2 mois avant que cela ne soit possible. Oui, parce qu'ils ont décidé d'attaquer d'abord. Pas forcément cela. Il y avait une volonté de les maintenir en prison. On a constaté Est-ce que tu en sais? Laissez-moi finir. La volonté a été... Cette volonté, mais laisse-moi finir. C'est quoi la volonté? Tu n'es pas l'animateur principal. Non, mais on échange. Cette volonté, c'est pas à toi de nous poser ces questions-là. La volonté dont je parle a été confirmée hier de par le comportement du procureur. Oui. Parce que, non seulement lorsque la décision est tombée de les emmener à la maison sous condition de payer un montant, il restait à signer un document pour la mise en liberté de ces personnes. Et c'est le procureur qui devait le faire. Il a demandé à ce que les prévenus partent et que le document allait les suivre. Oui. Ils sont allés préparer leurs affaires. Kassori, Diané et Oye avaient préparé toutes leurs affaires. Ils étaient prêts à sortir. Après, les gardes pénitentiaires leur disent vous n'allez pas partir. Apparemment, le procureur n'a pas signé le document. Il a interjeté appel. Ce qui les a surpris. Et ils ont été contrés. Ils se demandaient qu'est-ce qui ne va pas? Pourquoi est-ce qu'on ne peut pas rentrer chez nous alors que tout a été fait pour qu'on rentre à la maison? Et pour eux, il était clairement indiqué que quand le juge prend une telle décision, il fallait qu'elle soit exécutée. Mais pourquoi le procureur s'y oppose? L'impression qui s'est dégagée, c'était comme si le procureur était tellement puissant qu'il pouvait s'opposer à la décision de justice et que ce soit lui qui soit écouté, alors qu'il y a 2 camps en opposition. Donc à ce niveau-là, je me dis que cette volonté dont je parle là, s'est exprimée hier également, de par le comportement du procureur. Et la forme est toujours interrogée, parce qu'il n'est pas le seul. Il y a eu l'agent judiciaire de l'État également, qui dans la démarche a fait des choses qui ont été dénoncées. Et je me dis qu'Ali Touré est un procureur pour qui beaucoup de Guinéens ont du respect, mais si dans les façons de faire, il ne fait pas attention, il va être décrié. Parce que beaucoup de personnes ont été entendues à la CRIEF, mais qui ne sont pas là en prison. Qu'est-ce qui s'est passé pour que Bantamasso, Remi Lama et bien d'autres aient été entendus au même titre que tout le monde, mais qu'ils soient rentrés chez eux sans qu'il n'y ait de suite? Brusquement, leur affaire, on n'en parle plus. Comment se fait-il que les mêmes ministres soient passés devant la CRIEF, devant la gendarmerie, qu'on les écoute, et que brusquement, certains rentrent chez eux
calmement. Pas brusquement. Mais c'est ce qui s'est passé. On les a écoutés, peut-être que la justice a estimé qu'ils pouvaient rentrer. Non. Il fallait Antoine, tu n'es pas à la place de ces juges. Justement, parce que ce que je constate, c'est qu'ils ont les mêmes statuts, ceux qui sont en prison. À part qu'à ceux qui étaient Premier ministre, la plupart de ces ministres ont été ministres. Lorsque vous écoutez... Mais ce n'est pas tous les ministres qui sont concernés. C'est pas tous les ministres chacun de... les ministres ont détourné. C'est des soupçons de Ah, d'accord. D'accord. Donc vous voulez me dire ce matin que ceux-là qui ont été... On ne peut pas frapper tout le monde avec le même bâton. Oui, si je vous comprends bien, ceux-là qu'on a laissés partir à la maison, ils sont indemnes de reproches, ils sont assez innocents pour rentrer chez eux. C'est ce que vous voulez dire. Vous voulez dire qu'ils n'ont pas détourné. La loi permet. C'est la loi qui permet tout ça. Non. Parce que, à mon avis, c'est pourquoi j'ai dit une chose. Le procureur fait mal de ne pas communiquer. Vous ne pouvez pas permettre à certains. Voilà la bonne chose à dire. Non, mais c'est ce que j'ai dit. J'ai toujours dit ça. J'ai toujours dit ça. J'ai dit que le procureur n'a pas le droit de faire de la rétention. Voilà, il parce qu'on a besoin de comprendre tel doit rester en prison, pourquoi tel autre doit sortir. Pourquoi X rentre chez lui et que Y va en prison. Cela, on a besoin de comprendre. Parce qu'aujourd'hui, moi, je trouve très mal. Parce que ceux-là qui sont en détention, les grandes gueules. Il y avait des options. On aurait pu permettre à ce que ceux-ci soient en résidence surveillée, payent des cautions. Pour le cas des cautions, ça veut dire deux choses. S'il paye une caution, on dira que oui, s'il paye la caution, ça veut dire qu'il a suffisamment d'argent pour pouvoir payer. C'est-à-dire que ce qu'on lui reproche là est fondé pour qu'il paye cette caution qui est ça, c'est pour des profanes. Non, suis-moi. Et s'il refuse aussi, on peut aussi dire que c'est pour camoufler. Non. C'est qu'il a refuse ça et tu acceptes l'autre. C'est moi qui pose mes hypothèses. Tu as eu ton temps de parole, tu as fait tes hypothèses. Non, mais les hypothèses peuvent avoir des antithèses. S'il refuse, donc on pourrait dire, il ne se reproche rien. Il va payer pourquoi? L'autre option, c'est que s'il paye cette caution, c'est pour ne pas rester longtemps en prison. Pas parce qu'il se sent coupable, parce que, de par le statut qu'il a, il ne peut pas rester éternellement en prison. Il faut qu'il sorte pour aller rejoindre sa famille. Donc, ce qui se passe aujourd'hui, il est important que Ali Touré mette plus de clarté dans sa démarche, afin que certaines suspicions qui ont lieu cessent d'exister. Si réellement, il y a des choses dont on ignore les fondements existent, faites en sorte que les Guinéens soient édifiés. Mais ce qui se passe là, il faudrait que les choses se fassent dans les normes. Et pour l'agent judiciaire de l'État, je vais revenir là-dessus très bientôt, il y a des choses qui n'ont pas été dites sur Saint-Pile, qui sont très graves à son sujet. Vous avez vu qu'il a rendu public une liste de 71 dossiers. Il n'a dit que 4 noms de départements qui ont été cités ici, notamment la HAC et les autres. On lui a demandé de faire en sorte que tous les autres soient connus. Ça n'a pas été fait. Pourquoi les recouvrements annoncés n'ont pas été jusque-là effectifs? Qu'est-ce qui se passe avec ce recouvrement-là? On va revenir là-dessus. Il y a un dossier sur Saint-Pile, ce qui est très grave par rapport aux démarches en cours. Autant d'interrogations, autant de questions qu'on peut se poser. Voilà ce qu'on pouvait essentiellement dire sur ce sujet. Les grandes gueules continuent dans un instant. Les GG continuent sur Radio Espace avec 3X Energy Drink de chez Établissement Casal, gare routière Cancan à Conakry. 3X Energy Drink, boisson à base de glucose, vitamines et sels minéraux. À boire en complément d'une alimentation normale, lors d'un entraînement poussé ou d'une compétition. 3X Energy Drink, le relais de votre énergie. Mais aussi sur Espace TV, merci de votre fidélité. Il faut séparer la transition au retour à l'ordre constitutionnel. La transition, c'est depuis le 5 septembre. Le retour à l'ordre constitutionnel est adossé à ce calendrier de 36 mois. Il faut 10 étapes clés pour sortir de la transition. Tels sont les propos d'Ousmane Gawal Diallo, porte-parole du gouvernement, qui a co-animé une conférence de presse jeudi avec le colonel Amara Kamara, porte-parole de la présidence de la République. Les deux personnes ont fait une mise au point sur la gestion du CNRD et les actions entreprises depuis le 5 septembre 2021. Les deux hommes n'ont pas mâché leurs mots vis-à-vis de Jean-Claude Cassibrou, président de la commission de la CEDEAO, qui, selon eux, fait preuve d'inélégance. Comment cette sortie est-elle perçue? Nous en parlons dans un instant avec Alassane Diallo, président du mouvement citoyen Lambda MCL. Les citoyens guinéens vivant en Allemagne sont dans l'incertitude depuis l'année dernière. Pour cause, ils se battent des pieds et des mains pour obtenir leur passeport. Ils sont plus d'une centaine à avoir payé plus de 403 millions de francs guinéens, l'équivalent de 43 125 € à une équipe qui était partie les enrôler à l'ambassade de Guinée à Berlin. Que s'est-il réellement passé dans ce processus d'enrôlement? Nous essayons de comprendre avec Aïssatou Chérif Baldé, présidente de l'ONG Guinée Solidarité, et maître Paul Yomba Kourouma, avocat. Nous essaierons de les appeler. Nous partons déjà sur le terrain Mafoudia Bangoura avec Alassane Diallo qui est en direct depuis l'Allemagne. Bonjour Alassane Diallo.
Oui, alors... Allô, vous êtes là? Monsieur Diallo, bonjour, bienvenue chez les Grandes Gueules. Merci à vous. Et bonjour à vous, Madame Sow. Bonjour à tous les éclaireurs de la République que vous êtes. Bien, allez-y, Mafoudia. Okay. Alors, quelques mois après sa prise du pouvoir, on se retrouve, on a l'impression que le pays est bloqué. On est tous accrochés à ce qui va être finalement décidé, qui fera l'unanimité, lié évidemment à la durée de la transition. De quel œil vous observez tous ces mouvements de là où vous êtes et surtout, d'après vous, qu'est-ce que vous pensez de cette proposition de durée de la transition? Est-ce que vous validez les 36 mois ou bien comme d'autres, vous pensez qu'il en faut moins pour cette transition? D'abord, je vous remercie de m'avoir donné l'opportunité, donc à travers votre chaîne qui joue un rôle extrêmement important dans l'éducation de notre peuple, donc de me prononcer sur cette question importante. Nous, au niveau du MTL, le mouvement citoyen Lambda, au début après ce coup d'État que nous avions salué, on avait estimé que 24 mois allait être totalement suffisant pour cette transition. Mais au fur et à mesure que les choses évoluent dans notre pays, observant les actions qui ont été faites jusqu'ici par le CNRD et après avoir examiné de près les propositions qui ont été faites par le MATD, nous estimons aujourd'hui que 36 mois sont absolument nécessaires pour que notre pays puisse vraiment préparer la Guinée de demain. Et les actions qui ont été menées, nous n'avons pas besoin de les citer parce que chacun de vous les sait, les Guinéens les connaît, les Guinéens également ont eu l'opportunité, l'occasion de les suivre. Nous, au niveau de la diaspora, en tout cas ici en Allemagne et au niveau du NTL en particulier, nous pensons que c'est la chance que nous avons aujourd'hui, alors que le professeur Alpha Condé nous avait condamnés tous à attendre jusqu'en décembre 2026. Elle avait fini par museler tout le monde. Nous pensons qu'il faut que le peuple guinéen accepte ces 36 mois-là pour que le CNRD, qui semble ne pas être parti dans les consultations à venir, puisse jeter les bases de l'organisation d'élections libres et transparentes dans ce pays et que plus jamais nous puissions devoir revenir à une autre transition. Bien, allez-y, Kapsa. Alors, M. Diallo, vous semblez valider les 36 mois. Cependant, l'autre question qui me vient tout de suite, c'est par rapport à la sortie hier du porte-parole du gouvernement et de la présidence, qui tous deux ont cherché à défendre le fait que les 36 mois même qui sont proposés là ne démarrent pas à partir du 5 septembre, selon Ousmane Gawal. À partir du 5 septembre, certes, la transition a démarré, mais le retour à l'ordre constitutionnel ne démarrera que quand ils commenceront à poser la première action sur les 10 conditions, les 10 étapes de la transition, notamment la mise en place du fichier électoral. Est-ce que vous pensez que cette sortie-là, elle est vraiment légale? Est-ce que vous pensez, pour enchérir, moi j'ai voulu comprendre, est-ce que vous pensez que c'est normal de rendre distinctes ces deux choses, c'est-à-dire la transition est une chose et que le retour à l'ordre constitutionnel en est une autre? Est-ce que vous comprenez cette sortie? Bon, vous savez, on peut naturellement un petit peu se poser des questions légitimement d'ailleurs sur cette volonté du CNRD de scinder les deux, mais je crois que c'est que moi là où j'ai envie que l'on focalise notre attention, c'est sur le résultat final et le temps qu'il nous faut pour le résultat final. Si nous devions commencer à compter la durée de la transition à partir du 8 septembre, à partir du 5 septembre, est-ce que les éléments qui ont été prévus peuvent être évacués pendant les 26 ou 28 mois qui restent? Si ce n'est pas suffisant, est-ce qu'il faut-il les bâcler pourvu que nous n'ayons pas au maximum d'un total plus de 36 mois? Il faut que nous sachions ce que nous voulons. Que nous n'oublions pas non plus que, comme je viens de le dire, on était condamnés tous à accepter contre notre volonté que le professeur Alpha Condé gouverne jusqu'en décembre 2026. Et qu'il n'organise que maintenant qu'alors des élections. Aujourd'hui, nous avons une opportunité et que je pense qu'il faut saisir. Parce que si vous voyez ce que la CRIEF est en train de faire, peut-être qu'on aura l'occasion d'en parler. Jusqu'ici, tous les présidents qui nous ont précédés se sont
limiter à dénoncer à longueur de journée tous ces tas que nous vivons. Que ce soit les détournements de l'union publique. Monsieur Diallo, s'il vous plaît, quand vous rappelez le troisième mandat ou le premier mandat de la 4e République de Alpha Condé, les Guinéens étaient résignés à aller jusqu'au bout de ce mandat. Les Guinéens n'étaient pas fondamentalement résignés. C'est pourquoi il y a eu le coup d'État. Et cela ne veut pas dire qu'on doit, on doit désormais aller avec le reste du mandat d'Alpha Condé pour donner cela à la junte. Non, je suis d'accord avec vous et je pense que ce n'est pas dans cette logique que nous sommes. L'Alpha Condé devrait aller jusqu'en 2026 et je pense qu'au plus tard, en fin 2025, nous devrions terminer. Mais encore une fois, est-ce que nous voulons pour une fois dans notre histoire, pour une fois dans notre pays, eh bien, faire les choses et les faire bien pour nous en sortir une fois pour toutes. Est-ce que c'est ce que nous voulons ou bien nous pensons qu'il faut absolument et maintenant venir à organiser des élections vous pensez qu'avec cette junte, bien qu'on salue bien la mise en place de la CRIEF, pensez-vous vraiment que tout se passe comme le souhaiteraient les Guinéens, tout se passe vraiment normalement? Écoutez, aucune action humaine, aucune œuvre humaine n'est parfaite. Aucune œuvre humaine, ni vous, ni moi, personne d'entre nous n'est parfait dans ce qu'il fait. Mais je crois que ce que nous observons depuis la venue de cette junte, je peux vous dire que j'ai espoir. J'ai vraiment espoir que ce pays-là va, au sortir de cette transition, être sur les rails, être refondé pour qu'il puisse fonctionner, qu'il puisse avancer. Et je souhaite que l'on donne cette chance au CNRD d'y arriver. Moi, je vis en Allemagne depuis 25 ans. J'ai été bien avant un acteur dans la classe politique guinéenne. J'ai été parmi ceux-là qui se sont battus pour que le général Lansana Conté ne continue pas ou bien à imposer la dictature ad vitam aeternam à la Guinée. J'ai fui le pays, j'ai été conduit à l'exil et je vis depuis dans ce pays en Allemagne ici. Mais ce que je vis dans ces derniers mois-là, dans ces 8 mois, ça excite chez moi de l'espoir. Et je pense que si on donne de la chance au CNRD de continuer son travail, de nettoyer cette République et de la débarrasser de ces dinosaures politiques qui ne meurent jamais et qui continuent d'utiliser les Guinéens à longueur de journée, je crois qu'on y arrivera. Dernière question, Mafoudia, pour terminer. On a l'impression qu'on est dans le mur parce que la classe politique, c'est quelque chose à ne pas négliger. Qu'est-ce qu'on peut faire concrètement? Quelles propositions aujourd'hui pour une sortie de crise? La proposition que j'ai, c'est d'abord de demander au CNRD de ne pas fatiguer d'aller vers les gens, vers les autres frères de l'opposition pour les amener à comprendre que ce pays, que la Guinée a besoin de cette En parlant d'aller vers les gens, M. Diallo, chez nous, si vous permettez, ce n'est pas pour vous interrompre en parlant d'aller vers les gens. Vous avez suivi certainement la tension qui est perceptible ces derniers temps. On a vu le G58 qui décide de braver l'interdit du CNRD par rapport aux manifestations politiques. Quel conseil vous avez aux deux parties pour ne pas qu'on renoue avec nos démons d'antan? D'abord, la première chose, c'est le CNRD de continuer à aller vers les gens. Je crois qu'ils en ont parlé. Il faut qu'ils aillent vers ces frères-là pour discuter avec eux, pour essayer de les convaincre sur la nécessité d'accepter ces 36 mois. Et que nos compatriotes, que les leaders, les jeunes surtout, qui sont dans ce pays comprennent ce n'est pas l'enjeu de la vie politique d'une personne qui est peut-être au crépuscule de sa vie politique dont il est question ici aujourd'hui. Il s'agit de la Guinée, de son avenir, de la vie de la jeunesse de la Guinée. Parce que certains leaders, certains frères qui sont au crépuscule de leur vie politique pensent que c'est maintenant ou jamais et qu'il faut tout faire pour que cela qu'on aille vite aux élections parce que peut-être qu'ils pensent pouvoir les gagner. Qu'ils sont plus vite qu'on les organisera, mieux leur chance de gagner et qu'ils sont prêts à précipiter le pays dans toute forme de violence. Moi, je veux que la jeunesse guinéenne, que ceux de l'Axe en particulier, comprennent qu'il s'agit ici de l'intérêt général, de l'intérêt collectif de la Guinée et qu'il faut vraiment que les gens acceptent de s'asseoir autour de la table. La chaise visite n'a jamais apporté rien du tout à ce pays. Donc que l'opposition accepte la main tendue du CNRD, qu'ils discutent ensemble et qu'ils s'entendent autour de ces 36 mois, que chacun se fasse violence
souffrent de cela et je pense que c'est dans ça le salut de la République. Bien. Je veux juste rappeler une chose, c'est qu'en Allemagne ici, il y a des manifestations qui s'interdisent. Je suis là depuis 25 ans, quand l'extrême droite de manifester, l'État interdit toujours ces manifestations. C'est la justice qui va valider ou bien plutôt annuler la décision administrative prise. Mais dans toutes les démocraties du monde, on peut interdire des manifestations et aux juridictions de décider si ces manifestations peuvent se tenir ou pas. Donc Bien, je pense Alassane, qu'on passe le moratoire sur ces on est manifestations malheureusement et que les pris par le 36 temps. mois... Monsieur Alassane Diallo, nous sommes contraints de rendre l'antenne. Merci d'avoir répondu aux questions des Grandes Gueules ce matin. Merci à vous, madame. Et Bien. merci à tous vos amis que nous aimons et nous admirons tous les jours. Très Merci bien. à vous. Et c'est comme cela que nous partons à l'écran publicitaire. Merci de rester fidèle à l'émission Les Grandes Gueules. Véritable success story de la radio Espace Guinée, les Grandes Gueules, détentrices des meilleurs scores radio en Guinée, de la meilleure émission talk show, a donné le créneau horaire du départ au bureau et du retour à la maison, récoltant depuis des années consécutives le titre d'émission la plus écoutée en Guinée, toutes catégories confondues. Un grand total de plus de 5 millions d'auditeurs ont été fidèles au talk show Les GG, diffusé jour après jour sur toutes les stations du réseau Adafo Média de 9h à 10h30, un exploit qui restera longtemps dans les annales de la bande FM en Guinée.